former les gens qui sont... Alors, on va parler aujourd'hui de comment communiquer dans le couple sans se détruire. Et je vais présenter 5 erreurs qui tuent l'amour en silence. Je me rappelle, une jeune sœur me racontait ça. Elle avait des soucis avec son mari et ils sont allés voir le pasteur. Et la femme du pasteur expliquait à la dame que si vous avez des problèmes, c'est parce que tu n'es pas assez soumise. Tu dois te soumettre. Même s'il faut que tu te couches, il marche sur toi. Tu dois te soumettre. Donc, elle lui racontait un genre de choses là. Je vous parle de ça pour dire que parfois, certaines personnes ne tiennent même pas compte de votre santé. Ils veulent seulement que vous fassiez des choses sans tenir compte du fait que, en faisant ce qu'ils vous demandent là, ils vous détruisent. Vous allez peut-être sauver un couple, mais vous serez une épave une fois le couple sauvé. C'est pour ça que moi, je me suis dit, on va apprendre à communiquer sans se détruire. La plupart des dames avec qui je travaille, qui sont même connectées à l'heure actuelle, savent que, en général, je commence toujours par leur dire, mettons-nous au travail pour que tu sois en santé. Tu dois être en santé. Tu ne dois pas mourir parce qu'on veut sauver le couple. Tu dois être en santé. Donc, nous allons voir comment communiquer sans se détruire. Il y a des gens qui arrivent à entrer dans la communication, mais ils sont des épaves parce qu'ils ont fait des choses qui ne sont même pas dans leurs valeurs. Ils sont allés à l'encontre de leurs principes parce qu'il y a un coach, un pasteur, un man of God qui leur a dit fais seulement ça, fais seulement ça. Non, nous allons apprendre comment on va dire ça? On va apprendre à communiquer sans se détruire. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Alors, depuis hier, j'ai commencé à vous dire l'amour ne suffit pas. Là où les gens disaient, il suffit que si vous vous aimez, tout va marcher. Ça, c'est les conseils des grands-mères, hein. Que tout ce qu'il faut dans un mariage, c'est que vous vous aimez. Vraiment, l'amour ouvre toutes les portes. L'amour, c'est si. Non, arrêtez avec ce discours de grand-mère là. Il y a des gens qui s'aiment qui divorcent au tribunal. Allez le jeudi au Cameroun, le jeudi et le vendredi, vous allez voir les gens, ils viennent même en tenue. C'est-à-dire, ils ont porté même là, ils arrivent même à s'accorder pour porter la même tenue et ils vont divorcer au tribunal. Vous entendez deux conjoints, ils se parlent au tribunal, là, vous sentez l'amour encore dans leur cœur, mais ils sont en train de divorcer. Donc l'amour ne suffit pas. La dernière fois, nous avons vu 5 vérités, 7 vérités sur le mariage et l'une des vérités, c'était le fait que les gens pensent que l'amour suffit, que quand il y a l'amour, tout va marcher à merveille, oubliant qu'après l'amour, il faut mettre en place un travail. Il faut se mettre au travail. Il y a une dame qui m'a contacté aujourd'hui qui m'a dit qu'elle ne ressent même plus cet amour-là. Là où vous dites que l'amour suffit même là, elle ne ressent même plus cet amour-là. Et en général, j'ai dit souvent aux gens qui me disent, mon cœur ne bat plus pour mon conjoint. Je leur dis que euh, rendons grâce à Dieu pour cela. Je leur dis, disons merci à Dieu pour cela. Et parfois, ils sont surpris en disant, mais comment? Moi, je venais pour que tu me dises que non, voilà les méthodes pour que tu commences à aimer ton mari. Toi, tu me dis qu'on rend grâce à Dieu. Oui, parce qu'à ce moment-là, le mariage ne fait que commencer. Parce que quand tu me dis, je confesse que je ne sens plus rien pour mon conjoint, je te dis que oui, le mariage vient de commencer. Tu es, tu es en train d'entrer de plein pied dans le mariage. Parce qu'avant, là, tu étais dans les rêves. Maintenant, tu entres de plein pied dans le mariage. Tu vas maintenant apprendre à l'aimer par la foi. Tu vas apprendre à l'aimer comme un acte personnel, un choix, un engagement. Les émotions vont être finies là. Fini. Laisse d'abord les émotions de côté. Le vrai amour commence. L'amour où tu choisis. Tu choisis que la personne-ci, je vais l'épouser et je vais l'aimer. Et tu apprends donc à l'aimer. Ce n'est plus l'amour des sentiments là, c'est l'amour le vrai, le vrai. Donc je voulais introduire par là pour vous rappeler que beaucoup de couples que tu vois là, ce n'est pas l'amour qui leur manque pour être heureux. En général, même les gens se mettent ensemble par amour, hein. En général, la plupart, là, le cœur a battu un jour. Mais on s'est rendu compte que l'un des plus gros problèmes dans les couples aujourd'hui, c'est la communication. Dans notre groupe des couples, là, et même dans la grande communauté famille à cœur, j'ai fait plusieurs fois des quiz, non, pas des sondages. Et dans la plupart des sondages, on est toujours arrivé à la même réponse. Le manque de communication est le problème numéro un dans les couples. Dans les couples, le problème de communication, c'est le problème numéro un. Ça vient avant l'argent, ça vient avant l'intimité sexuelle, ça vient avant l'infidélité. C'est le manque de communication. Et la Bible dit que la mort
et la vie sont au pouvoir de la langue. Dans mon cours sur la communication que je fais aux fiancés, je commence toujours par Jacques 1,19. Soyez lents à parler et prompts à écouter, lents à se mettre en colère. Soyez lents à parler. Lents à parler. C'est très important. Donc aujourd'hui, nous allons voir cinq erreurs qui tuent l'amour, qui tuent la relation. Nous allons commencer par la première. Bon, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, hein. Je vais dire que je suis Roger Fondi, je suis coach et conseiller conjugal. Je suis auteur d'un livre, Les 21 jours pour son conjoint, que je te recommande. Tu peux l'acheter sur Amazon. Je te le recommande. Voilà mon adresse email, voilà mon WhatsApp professionnel. Pour discuter des affaires de famille, il vaut mieux m'écrire dans ce WhatsApp-ci. Là-bas, je suis plus prompt à parler des dossiers de famille. L'autre numéro, si tu l'as, tu peux aussi m'écrire dans ce numéro-là. C'est un numéro que j'utilise aussi de manière personnelle. Mais bon, voici le numéro professionnel. Moi, je suis marié depuis 30 ans et mon couple connaît des hauts, connaît des bas. J'ai la connaissance, je connais ce qu'il faut faire pour que le couple marche. Mais la durée de mon couple m'enseigne. C'est-à-dire que plus je dure dans mon mariage, plus je connais la différence entre la théorie et la réalité du mariage. Parce que beaucoup de théoriciens du mariage n'ont pas encore vécu le mariage. Donc, quand on donne les cours, là, on dit que c'est les cours. Moi, ces derniers temps, même, j'insiste beaucoup pour dire que mes cours, là, ils marchent dans les meilleures conditions, dans les conditions normales. Mon cours ne marche pas quand quelqu'un est envoûté. Mon cours ne marche pas quand quelqu'un est sous emprise. Mon cours ne marche pas quand quelqu'un a des problèmes comportementaux. Parce que je ne suis pas psychologue, je suis conseiller conjugal et coach. Je ne suis pas psy. Quand quand j'ai affaire à un conjoint, par exemple, qui a ce qu'on appelle une infidélité assumée, vraiment, je ne suis pas utile pour lui. Lui, il doit aller soit chez un man of God pour être délivré, soit chez un psy pour une cure d'âme. Moi, je ne suis pas, mes cours ne sont pas pour ça. Mes cours, c'est pour les gens normaux qui veulent mener une bonne vie de couple, qui ont des difficultés et qui veulent être accompagnés. Donc, plus je dis dans le mariage, plus je commence à distinguer ces petites choses-là. Il y a des réalités, des vérités que nous connaissons, mais qui vont se buter à d'autres choses, qui vont se buter à d'autres considérations. Et une des considérations que vous négligez, je la découvre de jour en jour, parce qu'après vous, je vais entrer dans un programme à minuit, 2 heures, un programme de 40 jours que nous avons engagé de prière et de jeûne. Et dans ce programme-là, il y a une partie combat spirituel que nous avons engagé. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a même beaucoup de couples qui ont des difficultés parce qu'il y a un combat spirituel. C'est-à-dire que le conjoint n'a pas forcément mal fait, l'autre conjoint n'a pas forcément mal fait, mais ils sont victimes de quelque chose qui est au-dessus d'eux. Et vous savez que vous pouvez être victime de malédiction ancestrale. Vous pouvez être inscrit dans la maison de sorcellerie de votre mère ou de la famille de votre père sans que vous ayez voulu faire partie de ces maisons de sorcellerie. Et ça peut avoir un impact grave sur votre relation conjugale. Donc, plus je dis dans le mariage, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de considération, mais que nous avons besoin, au moment où ces choses arrivent, que notre couple ait mis en pratique ce qui est normal. C'est-à-dire que je ne vais pas envoyer quelqu'un au combat spirituel alors qu'il ne sait même pas encore communiquer. C'est-à-dire que le seul fait que tu ne saches pas communiquer, c'est l'occasion pour que le diable vous dérange. Donc moi, je cherche d'abord quelqu'un qui sait communiquer. Comme il sait communiquer, maintenant, on va dire, OK, pourquoi ça se bloque? On va combattre pour ça. Première erreur, parler pour réagir. C'est une erreur de communication. Une erreur de communication. Chapitre 1 des 21 jours pour son conjoint. La première réponse. On ne parle pas pour réagir. Stop l'idée de parler pour réagir. Parler pour réagir, c'est quoi? Ça veut dire que tu veux te défendre. Tu te défends que vous êtes dans un ring où chacun doit gagner ou pas gagner. Non, on parle pas pour se défendre. Or, la personne qui parle pour réagir, en général, c'est qu'elle veut se défendre. Elle répond sans écouter. En fait, qu'est-ce qu'elle fait même pendant que tu parles? Elle prépare la réponse. En fait, elle ne t'écoute pas. Elle n'est pas dans les bonnes conditions d'écouter ce que tu dis. Non. Ce qu'elle prépare, c'est je vais dire quoi dès qu'il finit de parler. Et parfois, ça commence sur un mot que tu as dit.
Il s'accroche sur le mot là, il n'écoute plus le reste. Alors que le reste peut être quelque chose qui vient compléter le mot là. Je vais vous raconter une histoire. Je m'étais rendu compte que euh, j'avais comment dire, un style de communication. Mon conjoint et moi, nous avons deux styles de communication totalement opposés. Moi, je suis de tempérament flegmatique et mon caractère récessif, c'est sanguin. Donc, je suis un flegmatique sanguin. Ça a l'air bizarre, mais c'est deux extrêmes. Et mon épouse, elle est influente. Influente, c'est quoi encore là? Euh, j'ai oublié, hein. On dit souvent, il y a les sanguins, il y a les colériques, il y a les mélancoliques. Elle est colérique. Colérique, pas colérique dans le sens du caractère, mais colérique dans le sens des tempéraments. Et donc, nous avions deux styles de communication totalement différents. Moi, en tant que flegmatique, le flegmatique, c'est quelqu'un qui n'aime pas les problèmes, qui fuit même les problèmes, des choses comme ça. Elle, étant colérique, elle affronte les problèmes. Elle avait un style de communication qui consistait à, à te dire ce que tu ne fais pas bien, au moment où elle veut te dire ce que tu fais bien. Et je suis que parmi vous, il y a des gens qui font ça. Donc, elle va te rappeler que, souviens-toi que je t'ai toujours reproché telle chose, souviens-toi que je n'apprécie pas telle chose en toi, souviens-toi que... Et en général, moi, quand ça commençait, je me bloquais déjà. C'était fermé. Dès que tu commences à me citer ça, je dis, bon, ça a recommencé, ça y est, on a repris. Le disque s'est rouvert et je me bloquais jusqu'au jour où, en suivant les enseignements, j'ai compris qu'il faut laisser qu'elle aille jusqu'au bout. Et quand je laissais qu'elle aille jusqu'au bout, ça se terminait par un compliment. C'est-à-dire, l'idée, son introduction, c'était tu ne faisais pas ça, ça, ça. Gloire à Dieu, aujourd'hui, tu fais ça, ça, ça. Mais ce n'était pas mon style de communication, donc je ne comprenais pas et ça me braquait. Donc, j'étais là pour réagir et non pour comprendre. Donc, je t'exhorte, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si ton conjoint a ce style, écoute ton conjoint jusqu'au bout. Parce qu'au bout, parfois, c'est plutôt un compliment qui arrive. L'histoire de couper, je vais vous faire une expérience. Pendant que votre conjoint parle, prenez un bout de papier, notez ce qu'il dit, sans le couper. Il y a de fortes chances que dans ce qu'il a dit et que vous avez noté, il y a des lignes que vous allez supprimer. Parce que dans le cours de son discours, au début, tu as entendu quelque chose, mais la phrase qui suit est venue corriger ce que tu as cru que tu as compris, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait que si tu l'avais coupé, tu n'aurais pas forcément compris le fond de ce qu'il voulait dire. Tu aurais pris une partie qui n'est même pas la bonne partie, alors que lui, il était en train de dérouler. De dérouler. Parler pour réagir, pas pour comprendre, est une erreur grave, parce que ça crée la tension dans le couple. Le livre de Proverbes dit que répondre avant d'avoir écouté, c'est folie. Proverbe 18, 13. C'est la folie. Ça crée la frustration, l'accumulation de frustration. Parce que quelqu'un qui veut parler et qu'on n'écoute pas, il emmagasine. Il emmagasine émotionnellement. Il est touché parce que ce qu'il voulait dire, il n'a pas pu dire. Il n'a pas pu dire jusqu'au bout. Tu vas entendre ton conjoint te dire, tu ne me laisses jamais finir. Et il va aller donc parler dehors. Il va aller parler là où on peut l'écouter. Et vous allez voir des gens qui marchent en ville là. Ils marchent, ils parlent seuls. Parce que quand ils commencent à la maison, on parle pour réagir, on ne le comprend pas. Donc, considérons comme première erreur de communication conjugale le fait de parler pour réagir, pas pour comprendre. Et engageons-nous dès maintenant d'écouter 30 secondes avant de répondre. Victor Frankl dit, il y a un espace entre le stimulus et la réponse. Et cet espace-là, pour des gens réfléchis, est le temps qu'on peut mettre pour répondre à la préoccupation de l'autre. Chapitre 1, les 21 jours pour son conjoint. Pose-toi toujours la question, qu'est-ce que mon conjoint veut que je comprenne? Parce que quand quelqu'un vient te parler, il y a une différence entre ce qu'il dit et ce qu'il veut que tu comprennes. Et il y a même une différence entre ce qu'il dit et ce que tu entends. On a fait les tests dans plusieurs écoles où on a dit quelque chose à l'oreille d'un enfant, on a dit à son voisin. Et après avoir dit à 10 personnes, on se rend compte qu'on s'est éloigné même de ce qu'il voulait dire. Donc, première erreur, parler sans réagir, parler pour réagir, c'est une erreur. Note ça dans ton calepin que je m'engage d'être aujourd'hui à écouter toujours.
La Bible dit prompte à écouter. C'est-à-dire que tu es pressé d'écouter. Pressé, tu es pressé, tu cours seulement pour écouter. Et langue à parler. Pas parler pour réagir. Deuxième erreur, parler avec les émotions. Mhm. Il y a une chose que j'enseigne dans mes coachings, c'est d'éviter de parler dans la colère. Éviter au maximum. Éviter au maximum. Parce que la colère, pendant que tu réponds, ça veut dire que c'est les émotions qui conduisent ta réponse. Ça veut dire que c'est l'émotion qui conduit ta réponse. On va voir ça dans la manière de parler, le ton que l'autre donne dans ses phrases. C'est que c'est une réponse en colère, il parle avec les émotions. Moi, je pense qu'il faut apprendre à discipliner ses émotions. Le couple est l'endroit où les émotions sont les plus sollicitées. Les émotions négatives sont les plus sollicitées. Et la réussite de notre couple repose sur notre capacité à discipliner nos émotions. Discipliner, c'est-à-dire que quand ça veut dire monter fort, là, tu dis à ton cœur, calme-toi, calme-toi, au calme, doucement, doucement. J'aime l'expression anglaise qui dit calme-toi. Je l'aime beaucoup. Ils disent calm down, calm down. Ça, c'est un pidgin, calm down. Pour dire que mets au sol, pardon, dépose, dépose, dépose. Quand tu réagis depuis la colère, tu ne réussis pas à faire passer ton vrai message. Et c'est naturel, hein, le psy m'a dit ça, que c'est naturel. Tu parles sous la colère, le mécanisme de défense de l'autre se met en place. Hein. Du coup, du coup, il n'écoute plus, mais il voit plutôt l'agressivité, il voit plutôt la colère, les émotions qui sont derrière ce que la personne dit. Et je dis souvent ça aux personnes avec qui je travaille, que quand tu parles avec l'émotion à l'autre, ce qui retient, c'est ton émotion, pas ce que tu voulais dire derrière cette émotion. C'est l'émotion qui le marque. Et il va te répondre, s'il est comme toi, à l'émotion. Donc, ce sera émotion contre émotion, sans qu'on comprenne même pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on voulait dire? C'est ça que tu vas voir des couples, leur discussion dégénère toujours. Toujours. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les émotions. Je te dis ici, toi qui m'écoutes, ton mari a fait faux. Cela ne t'oblige pas à lui parler sous les émotions. Tu as besoin de discipliner tes émotions. Et moi, je vais vous dire, puisque je parle du mari, les maris ont plus peur des personnes qui disciplinent leurs émotions. Hein. Ils ont moins peur des personnes qui s'éclatent. Le mari n'a pas peur d'une femme qui explose. Ça ne fait peur à personne. Mais une femme qui est calme. Je vous rappelle une histoire. Je regarde le feuilleton ivoirien. Bon, je le regarde après beaucoup d'années. Et je tombe sur un épisode où le titre de la série, c'est Ma famille. Je tombe sur une série où Bouéry, qui est un peu l'acteur principal, a été surpris par sa femme avec son ami à elle dans le lit conjugal. Vous imaginez que c'est une affaire très grave. Sauf que Madame Bouéry n'en a pas fait cas. Et plus elle ne fait pas cas, plus le gars veut mourir. Il commence à chercher les problèmes, à la provoquer, à lui chercher noise. Et puis finalement, elle lui dit, mais moi, je ne t'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu sois aussi désagréable, pour que tu m'agresses autant? Qu'est-ce que j'ai fait? Il lui dit, mais justement, c'est ça le problème. Le problème, c'est que tu n'as rien fait. Depuis que tu as vu la scène là, tu n'as rien dit. Ça le ronge qu'elle ne dise rien. Il veut qu'elle dise quelque chose. À tout le monde, il disait que la femme qui va me tuer. De fait qu'elle ait vu ça sans rien dire, il disait que la femme va seulement me tuer. Donc, moi, je vous donne ça comme un secret. Je ne dis pas de ne pas parler des sujets compliqués, mais je dis que parfois, le fait de discipliner son émotion pour ne pas exploser, ça met l'autre en difficulté. L'autre se demande qu'est-ce qui se passe. Mais par contre, si tu es dans les émotions, ton couple va être un couple là où les blessures vont s'accumuler. Et je me suis rendu compte ces derniers temps en travaillant avec les couples que
Beaucoup de conjoints sont blessés, profondément blessés. Les gens ne savent même pas qu'ils sont blessés, mais on voit les symptômes des blessures dans leur manière de se comporter, dans leur manière de s'exprimer. Tu vois parfois un faux problème, moi je dis un faux parce que ce n'est pas le mien, mais un faux problème qui dégénère. Mais un faux problème qui dégénère, ça signifie qu'il y a quelque chose de plus profond. Il y a une blessure plus profonde qui fait que la petite chose que tu as faite, que nous on voit à l'extérieur, comme une petite chose que tu as faite, pour l'autre, c'est que tu as enlevé la croûte sur la blessure et la blessure s'est rouverte et tu reçois donc le coup concernant à la blessure. Donc, éviter de parler avec les émotions. Le roi Salomon dit qu'une réponse douce calme la fureur. La suite de ce verset dit que une réponse douce active la colère. Stimulus, réponse douce. Mais si tu reviens, tu dis que, OK, comme tu m'as touché, je te touche. Ah. Et j'entends beaucoup de conseils de grand-mère de ce genre-là. Il fait ça, tu fais aussi. Tu grondes, tu grondes. Au contraire, tu casses un gars qui vient gronder. Fille qui veut parler fort, tu la regardes seulement. Tu n'entres pas dans ça. Tu n'entres pas dans ça. Donc, je te conseille aujourd'hui, pour l'erreur numéro 2, de te poser toujours la question, quelle émotion je suis en train d'utiliser pour parler? Est-ce que mon intention au moment où je parle est de gagner la conversation ou de clarifier la situation? Si ton intention est de gagner, dis-toi que tu es en mauvaise piste. Dis-toi que tu es en mauvaise piste. Dès l'instant où ce que tu fais, c'est pour gagner la conversation, tu n'es plus dans le mariage. Parce que dans le mariage, il n'y a pas de gagnant. C'est le mariage qui est gagnant. Ce n'est pas un individu qui est gagnant, c'est le mariage. Erreur numéro 2, parler avec les émotions. Erreur numéro 3, attaquer la personne. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens, c'est comme si on les a formés dans le ventre de leur mère pour attaquer la personne. Il laisse le problème, il attaque la personne. Hein, c'est comme ça chez vous. C'est comme ton père, comme ton frère. Vous avez tu été comme ça. Tu es toujours comme ça. Tu laisses le problème. Qu'est-ce que le problème a à voir avec vous? Tu es toujours comme ça. Aux hommes qui sont connectés en ce moment, c'est en train de suivre. Je voulais te dire une chose. Les femmes utilisent le toujours et le jamais. Donc, ce mot-là ne t'ébranle pas. Parce qu'elle dit, tu es toujours, tu n'es jamais. Mais moi, je vais revenir maintenant sur le côté toxique de l'attaque à la personne. Quand il y a un sujet sur la table, limitez-vous au sujet. N'allez pas attaquer la personne. N'allez pas attaquer son grand-père. N'allez pas attaquer ses sœurs ou ses frères. N'allez pas attaquer son être intérieur. Posons le problème. C'est le problème qui a à résoudre. C'est pas la manière dont ses parents l'ont élevé. C'est pas la manière dont ses sœurs se comportent dans leur mariage. Ça n'a rien à voir avec toi. Il y a une situation qui dit, ah, ça ne m'étonne pas venant de toi. Quand tu attaques là, tu attaques la personne. Tu as laissé le problème. Ça ne t'étonne pas pourquoi. Ça ne m'étonne pas. Venant de toi, ça ne m'étonne pas. Il n'y a qu'à voir tes parents. C'est-à-dire que les gens sont souvent des erreurs. Vous ne savez pas comment ça brûle le cœur de quelqu'un quand on lui sort un truc comme ça. Il a déjà mal pour l'échec du couple de ses parents et toi, tu viens en rajouter. Le problème actuel est ce qui est important. Laisse ses échecs passer. Laisse le fait qu'il a échoué dans son premier mariage. Laisse d'abord ça. Si tu l'as épousé, c'est que c'était possible de réussir. Travaillons sur le problème actuel. Laissons la destruction de l'autre. Ne l'attaque pas sur ton identité. Il y a beaucoup d'hommes qui ne discutent pas aujourd'hui parce qu'on les a attaqués un jour sur leur identité. Tu es flegmatique, tu ne bouges pas, tu es toujours là, couché. Hein, les choses avancent dehors, les gens courent, toi tu dors. Ça, c'est l'attaque sur la personne.
Parenthèse, je ne suis pas en train de dire que il est mauvais de constater les défauts du caractère de ton conjoint. Je ne dis pas qu'il est mauvais de se rendre compte de la personnalité négative de son conjoint. Mais je dis que face à un problème, aborde le problème, laisse la personne. Il y aura un autre cadre de développement de votre couple où on mettra la personne sur la table, où tu pourras discuter avec lui de ton constat, de ce que tu vis avec lui. Mais ne prends pas un problème de communication, un problème conjugal, ça devient un problème où on attaque sa personne. La Bible dit que qu'une parole mauvaise ne doit sortir de ta bouche. Éphésiens 4, 29. Donc fais attention. Pose-toi toujours la question, parce qu'il y en a, j'ai intitulé ces choses erreurs, pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont sincères. Dans cette erreur, ils sont sincères. C'est qu'ils ne savent pas comment, un, canaliser leurs émotions et deux, dire différemment. Et c'est pour cela que je propose donc, face à une situation, à un problème que tu veux développer avec ton conjoint, pose-toi toujours la question de savoir comment je peux dire la même chose sans le blesser. C'est vrai qu'il y a parmi vous qui veulent seulement blesser, non? C'est-à-dire que les paroles, on appelle ça les paroles venimeuses, les paroles qui contiennent les venins. Ils te lancent ça, ça te tourne dans le ventre toute la journée. Non, c'est pas une bonne qualité pour le mariage. Donc, comment dire la même chose sans le blesser? Comment je fais passer ce message sans le blesser? Ceux qui ont lu le livre sur la communication conjugale, Bâtir le système, c'est écrit, il y a tout un chapitre là-dessus. On parle de comment on dit ce genre de choses. Dans les 21 jours, on a parlé de la méthode OSBD. La méthode OSBD. Donc, si c'est ton cas, mets-toi au travail sur comment transformer mes attaques personnelles en positionnement du problème. Comment je peux éviter d'attaquer son caractère, d'attaquer sa personne et de plutôt focaliser sur le problème, même quand sa personne me choque. Si sa personne te choque, pose le problème de sa personne dans un autre cadre. Pose le problème de sa personne comme un problème. Mhm. Pose le problème de sa personne comme un autre problème. Donc, ne sois pas là pour l'humilier. Je vais reprendre la question là, euh, qui revient sur l'erreur précédente, pour dire que est-ce que finalement, quelqu'un qui répond émotionnellement à une attaque émotionnelle n'est pas quelqu'un de blessé? Effectivement, les gens qui utilisent beaucoup les émotions sont des gens qui veulent se défendre émotionnellement. Et en général, les gens qui essaient de se défendre émotionnellement, qui ne laissent pas passer les choses, des trucs comme ça, c'est assez souvent des gens qui sont profondément blessés. Et les blessures peuvent être des blessures qui ont été contractées pendant le mariage. C'est-à-dire que c'est ton conjoint qui est responsable de cette blessure-là. Les déceptions, les infidélités, un certain nombre de choses, ça crée des blessures chez l'autre. Mais les blessures peuvent aussi provenir du passé de la personne, de son enfance, de la famille d'origine. Il y a beaucoup d'endroits où la personne peut être blessée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un conjoint qui est sérieux, il doit voir que quand mon conjoint me répond, c'est toujours avec un genre d'accent, un genre de ton, c'est peut-être qu'il est blessé. Je vous dis, vous les femmes, il y a beaucoup d'hommes qui sont blessés dans leur passé, dans leur relation passée, dans leur famille d'origine. Et vous allez remarquer qu'avec vous, ils ont toujours un discours venimeux. C'est-à-dire que ils ont l'impression que leur autorité consiste à vous manquer de respect, à vous dire des paroles difficiles. Ça, c'est quelqu'un qui est blessé. C'est quelqu'un qui n'est pas blessé chérit sa femme. Il ne la blesse pas. Donc, quelqu'un qui cherche à blesser là, en général, c'est parce que sa blessure chauffe tellement qu'il se dit qu'il faut que quelqu'un d'autre se blesse à ma place. Erreur numéro 4, lire dans les pensées des gens. Il y a des personnes qui demandent, posent la question, elles ne posent pas la question, mais elles essaient de deviner ce que tu veux dire. Et j'ai même vu dans des cas où l'autre veut t'imposer. C'est-à-dire, il veut t'imposer que c'est ça que tu voulais dire. Je dis, mais je suis là. Je n'ai même pas encore terminé ma phrase. Tu dis déjà ce que je veux dire. Laisse-moi te dire ce que je veux dire. Ce n'est pas à toi de lire mon intention. En fait, ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est que arrête d'interpréter les pensées de ton conjoint. Pose la question. Demande.
arrête de supposer, arrête d'imaginer. Et c'est pour ça que c'est important de dire aux gens qui communiquent par en couple que moins il y a la communication, plus il y a des suppositions, plus il y a des interprétations, plus il y a des imaginations. Et donc, au lieu d'amener l'autre à sombrer dans les imaginations, les interprétations, parle, parle, parle pour cela, parle. Pour le conjoint fuyant, on a un module qu'on va reprendre après ces 5 jours que nous passons ensemble. On avait déjà fait ce module. Malheureusement, on n'a pas réussi à l'enregistrer. L'enregistrement s'est mal passé. Donc, on a décidé de revenir dessus. Quand ton mari fuit la conversation, quand il fuit la discussion, c'est tout un module. On va revenir dessus après ce moment-ci. Donc, je ne pourrais pas répondre entièrement maintenant, mais on va revenir dessus. On va le programmer. On va s'accorder ensemble pour trouver un bon jour pour programmer ce module-là. Donc, les histoires de je sais ce que tu veux dire, moi, je trouve que c'est manquer de respect à l'autre. On dit je connais ton intention. Non, la personne est devant toi. Pose-lui la question. Pose-lui la question pour que la personne te dise ce qu'il veut dire. Et c'est ça qu'on appelle souvent les questions de clarification. C'est ça qu'on appelle les questions de clarification. Est-ce que je dois comprendre que... Et l'autre dit non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je voulais dire, c'est ceci. Parce que ça crée des malentendus. Moi, j'enseigne dans la communication conjugale que quand ton conjoint a parlé, la deuxième chose que tu dois faire quand il a parlé, la première, c'est de lui poser des questions qui permettent de clarifier sa pensée. Parce que ce que tu as entendu est peut-être lié à son vocabulaire. Et derrière ça, il y a ce qu'il pense. Et ce qu'il pense, tu peux l'aider à sortir ce qu'il pense sans l'imaginer forcément. Sans l'imaginer, mais simplement en lui posant la question, en lui demandant. Et je comprends donc quand l'une des personnes dit, et s'il est fuyant? S'il est fuyant, c'est lui qui crée cette mauvaise situation. Parce qu'il est fuyant, il laisse libre cours à l'imagination. C'est pour ça que parfois je dis il faut que les congés viennent dans nos programmes. Qu'ils comprennent que quand ils ne parlent pas, ils laissent libre cours à l'imagination. L'esprit de l'autre a besoin d'analyser les choses. Et faute d'information, il essaie de prendre ce qu'il a et essayer d'imaginer ce que l'autre est en train de dire ou alors ce que l'autre n'a pas dit. Comme ça, je dis aux hommes, vraiment, vous aussi, c'est surtout les hommes qui sont souvent fuyants. Je dis souvent, hein, je ne dis pas qu'il n'y a que eux. Les femmes, assez souvent, sont disposées à affronter la situation, assez souvent, pas toutes. Mais quand tu évites un sujet, quand tu pratiques l'évitement, en fait, tu donnes à l'autre d'imaginer des choses qui ne sont pas forcément vraies. Pas forcément. Mais en même temps, quand lui ne parle pas, tu as besoin de faire d'abord des vérifications avant de conclure. Ne conclue pas sur tout ce que tu imagines. Parce que tu peux te tromper largement sur ton imagination. L'intention de ton conjoint peut être totalement différente. Donc, n'imagine pas toujours les choses. N'imagine pas. J'ai vu, euh, cet après-midi, je regardais une petite vidéo là, en me reposant. Je suis tombé sur une vidéo où une femme voit le numéro de téléphone, un numéro de téléphone qui vient régulièrement dans le numéro de téléphone de son mari et commence à faire des problèmes. Du coup, elle commence à faire des problèmes. C'est qui cette fille? C'est qui cette fille? Elle lui fait des problèmes tellement graves. Elle bouscule, elle fait du bruit et tout. Au moment où elle fait du bruit, la fille arrive. Elle sonne. Elle se présente et elle tombe sur elle. Donc, c'est même toi dont je parle là. Hein, qu'est-ce que tu as fait avec mon mari? Elle fait du bruit, du bruit, du bruit. Pourquoi? Parce qu'elle imagine des choses. Sauf que la fille était d'une société de livraison de cadeaux. Et le mari était en train d'offrir un cadeau à sa femme, un cadeau d'anniversaire. Elle était honteuse parce qu'elle a bousculé la fille, elle a bousculé son mari, elle a imaginé des choses qui n'avaient rien à voir avec l'intention réelle de son conjoint. Ça, c'est la quatrième erreur. La cinquième erreur, on va la voir, c'est les gens qui fuient l'évitement. Ils se taient pour fuir les problèmes. Plusieurs femmes m'ont dit ça dans le coaching. Ah, tonton Roger, moi, elle m'était seulement, hein.
Quand tu parles là, ça va faire des problèmes. Déteste seulement se taire pour fuir les problèmes. Ça dit que on veut garder la paix à tout prix et on est prêt à souffrir parce qu'on veut garder la paix. On est prêt à se mentir à soi parce qu'on veut garder la paix. Mais la conséquence, c'est que la pression monte. À un moment, on se fatigue. J'ai vu des femmes qui m'ont dit, tonton Roger, je suis fatigué. Je lui ai dit, il faut qu'on fasse ça. Ça, elle dit, non, tonton Roger, je ne peux plus. Je suis fatigué. Mais elle est fatiguée, pourquoi? Ce n'est pas par mes enseignements qu'elle est fatiguée, mais c'est qu'elle s'est fatiguée elle-même en voulant se taire chaque fois. En voulant se taire chaque fois. Plus elle se tait, c'est elle qui a des efforts à faire. Celui pour qui tu te tais, lui, n'a aucun effort. Il continue sa vie tranquille. Il monte, il descend comme il veut. De toutes les façons, toi, tu ne parles pas. Donc, c'est toi qui gères ça. Les choses vont s'empiler. Comme tu n'as pas demandé, tu n'as pas posé de problème, tu vas aussi garder des choses que tu as imaginées qui s'empilent aussi. Et puis, il y a des coïncidences aussi qui s'empilent. Tu te retrouves donc dans des situations où les choses sont de plus en plus empilées dans ton cœur. Et la paix que tu recherches là, on appelle ça la paix des braves. C'est une mauvaise paix. C'est une paix une paix où on dit que je ne vais rien dire juste parce que je veux la paix. En ne disant rien, en fait, tu caches tes vraies émotions. En fait, tu es en train de créer une distance émotionnelle avec ton conjoint puisque tu caches ce que tu penses, tu caches ce que tu ressens parce que tu veux la paix. Non, ça, c'est pas la paix. Ça, c'est pas la paix dessous. C'est la souffrance. On ne va pas dire que tu en paix, on va dire que tu souffres. Et c'est pour ça que tu exploses à un moment, tu dis, je ne veux plus. Je suis fatigué. Les gens ont souvent une façon de dire, je suis fatigué. Ça te dit ça, je suis tonton, je suis fatigué. Laisse, je suis fatigué. J'ai seulement besoin de respirer. Elle étouffe. Mais qu'est-ce qui l'étouffe? Ces choses qu'elle a enfouies. C'est ça qui l'étouffe. Le fait de se taire, c'est ça qui l'étouffe. Moi, je vais te poser une question aujourd'hui. Quelle est la chose que tu n'as jamais osé dire à ton mari? Quelle est la chose que tu n'as jamais osé dire à ta femme? Quelle est cette chose-là? Ou quelles sont ces choses-là? Note-les. Et pose-toi la question de savoir pourquoi j'ai peur de le faire. Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui m'effraie? Mon mari est-il devenu comment, un monstre? Ma femme est-elle devenue une monstre? Pourquoi je n'ai pas le courage de poser le problème? Pourquoi je préfère l'accumuler? Pourquoi je préfère le garder dans mon cœur? C'est une question que tu dois poser au moment où nous terminons notre partage d'aujourd'hui. Tu as besoin de poser cette question. Pourquoi? Pourquoi? Voilà à peu près les 5 erreurs que je voulais que tu vois aujourd'hui. Et je voulais donc que ces erreurs-là, la connaissance de ces erreurs te libère ce jour. Je voulais que ça te libère. Je voulais que ça te libère. Je voulais que ça te libère. Mais avant de dire ça, bon, je vais lire quand même quelques messages qu'on a envoyés là. Sauf si, bon, disons que je vais terminer l'enregistrement, on va prendre ça dans le, on va prendre ça dans la partie des questions-réponses. Les mauvaises communications n'est pas un manque d'amour. On a dit ça depuis hier. C'est un manque de technique. C'est un manque de compréhension. C'est un manque de langage. C'est un manque de méthode. C'est une vérité que je voulais que tu retiennes aujourd'hui et que tu te formes et que tu encourages ton conjoint à se former. Toute votre vie, vous aurez besoin de communiquer. Hier, je t'ai parlé du bilan. Je reviens encore sur le bilan tout à l'heure. Mais maintenant, je te parle de la communication. Je te parle de la communication. La bonne volonté ne suffit pas. La bonne volonté ne suffit pas. Pardon, il me trace le tableau comme ça sur la feuille. La bonne volonté ne suffit pas. La plupart des couples se blessent malgré leurs bonnes intentions. Donc, on a appris les erreurs aujourd'hui. Mettons-nous au travail pour améliorer notre communication. La communication se repart, elle s'apprend, elle se développe, elle se construit. J'ai un coaching express, donc un coaching de 3 séances, dont le thème est ramener le dialogue à la maison. Ramener le dialogue à la maison. C'est un coaching de 3 séances.
Donc, parfois, ça fait plus de 3 séances. Mais c'est un coaching express. Qu'est-ce que j'appelle coaching express? Ça veut dire que nous n'allons pas aborder toutes les thématiques concernant la communication, mais nous allons aborder ce qui permet de ramener la communication au centre de notre couple. C'est comme si le cœur ne battait plus, on a mis des électrochocs pour faire battre le cœur. Et quand le cœur a commencé à battre, il commence à fonctionner naturellement. Donc, c'est un express coaching qui va permettre de remettre en place la communication. Et ensuite, vous aurez donc la latitude de développer d'autres aspects de la communication. Donc, je te le recommande, hein. Je te recommande ce coaching express. Je vous ai dit hier, tous nos coachings là, tous nos trucs qui s'appellent coaching vont coûter 100 euros. Tout ce qu'ils appellent coaching vont coûter 100 euros. C'est quand c'est un truc qu'on fait en groupe qu'on va descendre à la moitié. Mais tout ce que j'appelle coaching, les 3 séances, c'est 100 euros. Tu peux décider que je ne vais pas entrer en 2026 avec un mauvais système de communication conjugale et financer pour ton couple ce coaching-là, toi et ton conjoint. Si c'est madame, tu peux dire j'ai un peu d'argent, je vais mettre dessus. Si c'est monsieur, monsieur peut dire j'ai un peu d'argent, je vais mettre dessus. Je suis en train de travailler avec un couple là-dessus. Et en fait, c'est madame qui m'a contacté. Et quand je lui ai dit, elle m'a dit, je vais en parler avec mon mari. Et ils ont payé ensemble. Ils ont contribué, ça ne pèse pas sur eux. Et puis, je sais que les fêtes arrivent et que les gens pleurent souvent l'argent pendant les fêtes. C'est aussi une bonne occasion pour avancer pour l'année prochaine, pour commencer l'année dans des bonnes conditions. Maintenant, deux chemins se présentent à toi au moment où je te parle de ce coaching express pour amener le dialogue à la maison. Est-ce que tu veux continuer comme tu vis maintenant? Est-ce que tu es très à l'aise avec ça? Je suis sûr que si tu étais à l'aise avec ce que tu vis maintenant, tu ne viendrais pas à ce partage. Si tu es ici, c'est que tu espères quelque chose. C'est que tu te dis que Dieu peut utiliser cette occasion pour améliorer les choses. Je ne suis pas sûr que tu veux continuer à répéter les mêmes disputes. Je ne suis pas sûr que tu aimerais qu'en fin 2026, tu dises encore, je suis fatigué. Je suis sûr que tu as besoin de repos, de remettre la douceur dans vos échanges, de remettre la paix au foyer, de rendre la communication authentique et sincère. Donc, le choix t'appartient dans ce que je viens de te proposer tout à l'heure. Un coaching sur 3 séances, c'est pas beaucoup. Tu peux espacer les 3 séances en 3 semaines. Tu peux espacer les 3 séances en 3 jours. Tu peux me dire, nous aimerons faire ça samedi et dimanche. Mais chaque jour qui passe, c'est le temps perdu. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, en vous rappelant que sans Dieu dit dans sa parole que sans lui, nous travaillons en vain. Et il dit même que celui qui bâtit, il n'y a pas que les maisons qu'on bâtit, même nos couples, nous sommes en train de bâtir nos couples. Il dit que celui qui bâtit sans lui, bâtit en vain. C'est pour ça que avant que tu viennes suivre ma formation, après avoir suivi les 5 erreurs maintenant, je vais te donner 4 choses à faire tout de suite. À partir d'aujourd'hui, commence à bénir ton conjoint. Bénis ton conjoint. Choisis les mots qui l'édifient. Choisis des mots qui lui donnent de la valeur. Dans tes prières, prie pour que Dieu le bénisse. Même si tu as l'impression qu'il te maltraite, même si tu as l'impression qu'il il est à l'origine de ta déprime, toi, bénis-le simplement. Bénis-le. Bénis-le au maximum. Vous ne savez pas ce que Dieu fait quand toi, tu t'engages à bénir quelqu'un d'autre. Quand toi, tu souffres dans les pleurs, tu continues à dire bénis-le, bénis-le, bénis mon mari, bénis ma femme abondamment, aide mon mari à être le meilleur mari, bénis-le. Donc, arrête les prières où tu vas le placer au tribunal de Dieu. Seigneur, tu vois comment je souffre. Tu sais que c'est mon conjoint. Tu sais que sans lui, je serais le meilleur, machin, truc. Non, laissons ça. Bénis-le. D'autres choses que tu dois faire avec lui, c'est apprendre à parler, comment je vais dire ça, avec douceur. Apprends à revoir ton ton. Apprends à revoir ton ton. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est même un signe de grandeur. Être capable de se discipliner et dire face à certaines situations, je vais apprendre à parler avec grâce à mon mari, à à ma femme. Je vais revoir mon ton. Je vais être intentionnel quand je cause avec lui parce que je vais obtenir des résultats. Je vais aussi apprendre à l'écouter. Troisième chose, d'écouter pour comprendre ce qu'il veut que je comprenne. Et je vais privilégier la paix. Pas la paix en fuyant la discussion,
mais la paix en comprenant ce que l'autre veut que je comprenne. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Demain, nous allons parler d'autre chose, des blessures cachées du couple. Ceux qui parlaient des blessures tout à l'heure, on parlera des blessures demain. Invitez vos amis, par exemple. Invitez un maximum. Invitez un maximum. La licence que nous avons nous permet d'avoir au minimum 100 personnes. Invitez le maximum autour de vous. Surtout que c'est gratuit, c'est pas payant. Bénissez les autres. Et si vous êtes béni, s'aimer avec joie dans cette œuvre. Apprenez à s'aimer avec joie. Voilà nos numéros, si vous voulez s'aimer. Le numéro Orange Money, le numéro Momo. Plusieurs personnes m'ont demandé hier comment s'aimer dans cette œuvre-là étant en Europe. Il y a des sites spécialisés. Je crois que l'un des sites qui fait beaucoup de tapage, là, c'est TapTapSend, qui permet de faire un transfert. Quel que soit le lieu où tu te trouves dans le monde, tu peux faire un transfert, soit à partir de ton compte bancaire, de ta carte de crédit, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est parmi les sites qu'on m'a proposé quand certaines personnes posaient la question hier. Il y a TapTapSend. Tu utilises TapTapSend et tu peux bénir, tu peux s'aimer dans ce ministère, tu peux s'aimer dans cette œuvre si tu te sens béni. Que Dieu te bénisse. Nous revenons dans notre discussion.